Bonjour à tous et bienvenue dans Hors-jeu Capital, le 135e déjà. Vous étiez 12 000 avec nous la dernière fois, 10 000 la fois d'avant. Vous êtes 15 000 parfois, alors merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci pour vos retours. Yacine adore d'ailleurs, il s'en inspire pour sa minute coach, donc c'est toujours très enrichissant pour nous tous. Pas d'Hugo aujourd'hui, il a préféré aller à la Fashion Week, donc il a fait son choix. Mais on a une bonne équipe quand même. Je vous présente l'équipe. Allez, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse? Salut Clément, salut tout le monde. Ça va, Ça un va petit ça moyen. va. Ça va comme un Écoute, week-end d'été. tu sais ce qui est chiant avec les matchs à 13h, c'est que quand tu perds, eh ben, toute ton après-midi, elle est foutue. Heureusement, en fin d'après-midi, il y a un petit lot de consolation. Mais bon, on retombe dans nos travers. C'est voilà, le Exactement. PSG qu'on aime. Je vois très bien du lot de consolation duquel tu parles. Nico, la Puravo est avec nous. Comment ça va, Nico? Salut messieurs, ça va bien, impeccable, En forme, t'as des belles couleurs. c'est gentil. Les gens veulent savoir où tu étais pour avoir des belles couleurs comme ça. J'étais près de Saint-Malo, messieurs, T'as bien raison. et il a T'as bien fait raison. très. Pas loin du lieu du crime. C'est ça. Et Yacine, qui est avec nous. Comment ça va, Yacine? T'as des beaux Salut. maillots derrière toi. Ouais, merci. Ça va super bien parce que faut pas s'inquiéter. C'est rien du tout. On s'en fout de la Ligue 1. Nous, on appuiera sur le bouton, on défoncera tout le monde en Ligue des Champions et on gagnera notre 5e Ligue des Champions, puisqu'apparemment c'est comme ça que ça se passe. Donc ça va super bien. Tu viens de niquer l'émission en 3 secondes. Merci. Donc, on va revenir évidemment sur cette défaite du PSG à Rennes ce dimanche 2-0. La première défaite de la saison, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Avant cela, messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a appris hier, la mort de Bernard Tapie, légendaire président de l'Olympique de Marseille à l'âge de 78 ans. Alors, évidemment, pas de rivalité, plus de rivalité dans ces moments, mais au contraire du respect. Il est de celui, entre autres, qui a contribué à l'avènement du Classico dans les années 90 entre Marseille et Paris. Il respectait le PSG parce qu'il en était son principal rival. On pense ce matin à ses proches, au peuple marseillais et à ceux qui l'aimaient. Yacine, c'est toi qui as bien connu cette période, c'est un pan du football français qui n'est plus là ce matin avec nous. Ouais, parce que c'est lui qui a un peu cassé les codes déjà. Qui a aussi parce que à l'époque, il y avait quand même une rivalité avec Claude Bèze et Campora plutôt. Et lui, il est arrivé au milieu de tout ça. Il a décidé de monter une équipe pour gagner le championnat, pour gagner la Coupe d'Europe. Il a créé la rivalité avec le PSG. Alors, elle existait parce qu'en fait, il y a la capitale et la province. Donc, de toute façon, elle existait, mais il l'a exacerbée. Voilà, c'était un personnage. Après, moi, je vais pas faire partie de ceux qui pensent que quand tu disparais, t'étais la meilleure personne du monde. Donc voilà, maintenant, il avait ses travers aussi. Mais oui, il a fait partie de ceux qui ont mis un coup de boost au championnat malgré tout, parce que dans les années 90, les clubs français, et notamment le PSG et l'OM, avaient quand même des résultats en Coupe d'Europe. C'était souvent des demi-finales minimum. Donc voilà. Mousse, Bernard Tapie, c'était aussi une grande gueule, un personnage. Ça laisse personne indifférent quelque part, d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, puis après, on a su depuis, je crois que c'était ça fait 3-4 ans qu'il se bat contre le cancer. Voilà, c'est une maladie qu'on connaît tous. On a tous dans nos proches des gens qui sont partis ou qui se battent encore contre cette maladie. Donc évidemment que même si c'était le président de l'OM, ça fait quelque chose. Maintenant, comme l'a dit Yacine, moi je suis toujours un peu gêné. C'était un peu comme pour René Malville. Je sais plus à qui je disais ça. Et je disais que évidemment tu peux avoir une pensée pour ces personnages parce qu'ils sont sympathiques, ils sont hauts en couleur, mais ils sont vraiment marqués à Marseille. Et du coup, moi, en tant que Parisien, alors en tant qu'être humain, évidemment, je compatis, mais en tant que Parisien, je me dis, voilà, c'est surtout aux Marseillais de leur rendre hommage, même si, encore une fois, voilà, moi, j'ai absolument rien contre eux, ni contre Tapi, ni contre René Malville. Et comme l'a dit Yacine, après Tapi, aujourd'hui, je vois beaucoup d'éloges, mais même des médias, bizarrement, alors que les médias, voilà, ils ont aussi participé à l'enfoncer quand il a eu ses problèmes judiciaires, etc. Dans le foot, il a fait des bonnes choses, mais
il a fait des choses aussi pas très très catholiques. Voilà, comme tu as dit, c'est un pan de l'histoire du foot qui s'en va. On respecte évidemment sa mémoire, mais je pense que pour moi, il y a pas mieux qu'un Marseillais ou le peuple marseillais, comme tu l'as dit, pour lui rendre hommage. C'était, si tu veux, un peu notre meilleur ennemi à l'époque. Exactement. Et tu l'as rappelé, il a créé un peu cette émulation autour du PSG Marseille, du Marseille PSG. Donc voilà, ouais, malgré tout dans l'histoire du PSG, il aura été un peu important, au moins pour ça. Et puis pour le reste, voilà, pour moi, c'est les Marseillais qui en parleront mieux. Moi, je connais pas assez et c'est pas du tout mon club. Mais encore une fois, voilà, on rend hommage à sa mémoire et on respecte évidemment le président qu'il a été. Ouais. Bien sûr, tu l'as dit, Mousse, c'est vrai que là, dans ces moments-là, il y a plus trop de clivage, il y a plus de clivage du tout, même qui existe. Nous, en tant que Parisiens, on a aussi une forme de respect pour lui parce qu'il il a été notre rival. Tu l'as dit, ça a peut-être été notre principal rival, même cet homme-là dans notre histoire. Donc quelque part, il y a toujours une forme de respect. Nico, toi, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que ça te dit tout ça aujourd'hui? Je vais casser l'ambiance, je crois. Ça me dit rien, je m'en fous, à vrai dire. Tapi, j'ai jamais aimé le personnage. Alors, je trouve qu'il était devenu sympathique depuis 3-4 ans avec cette maladie qu'il a exposée. On ne peut que saluer le courage de l'homme et de la famille. Pour ça, évidemment, il faut respecter. Après, Tapi président, moi, j'aime pas, j'ai pas aimé. C'est un homme qui a beaucoup de pardon dans tout ce qu'il a fait, que ce soit dans ses affaires ou dans le sport, parce que là, on parle de foot. Voilà, c'est un président qui a marqué la pire époque du football français en termes de magouille. Et donc voilà, bon, Tapi, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Je suis triste pour l'homme, je suis triste pour sa famille. Enfin, triste. Voilà, je respecte sa famille, je respecte l'homme qu'il a été. Encore une fois, voilà, c'est une maladie, comme l'a dit Mousse, qui touche tout le monde. On a tous été effectivement plus ou moins touchés par ça. Je le trouvais sympathique, entre guillemets, depuis effectivement cette maladie, parce que la manière dont il en parlait, je trouvais que c'était fort et c'était constructif surtout. Voilà, il avait la manière dont il s'est battu, ça forçait le respect. Après, pour tout son parcours et tout ça, le football, on va pas reparler des affaires, tout ça. Donc voilà, moi, Tapi, c'est pas. Je m'en fous un peu, voilà, désolé. J'ai un cœur, hein, je vous promets, mais là, c'est vrai que je m'en fous un peu. Ah mais Nico, honnêtement, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je suis pas loin d'être un peu sur la même ligne. Voilà, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand on le voyait un peu dans les médias, évidemment que ça force le respect, le courage avec lequel il s'est battu. Et voilà, on le sentait très affaibli. Et évidemment qu'en tant qu'être humain, tu peux pas ne pas être touché, ne pas être sensible à sa souffrance. Maintenant, quand on parle de foot, voilà, je pense c'est vrai que c'est pas le moment d'en parler, mais t'es obligé de penser à ce qu'il a été, en tout cas en tant que président de l'OM. Toute cette période où il y a des suspicions sur les matchs truqués, sur les matchs achetés, etc. Et comme l'a dit Nico, c'était peut-être une des pires périodes du foot à notre époque, à cette époque, pardon, dans les années fin des années 80 et début des années 90. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu particulier en fait d'en parler. Mais encore une fois, évidemment qu'on respecte sa mémoire et l'homme qu'il a été, pas de souci avec ça. Voilà, vous l'avez dit, hein, son passage à l'OM résume peut-être un peu sa vie, faite de succès et de désillusions. Un homme imparfait, mais comme beaucoup le sont, peut-être plus que d'autres. Puis on a aussi une petite pensée pour nos rivaux marseillais qui ont perdu en l'espace d'un an Pape Diouf, Bernard Tapie, René Malville et beaucoup de figures emblématiques du club. Donc à titre personnel, j'ai une petite pensée pour eux aujourd'hui. Bon, on a fait le tour sur ce sujet, on peut passer sur une désillusion sportive, cette fois celle du PSG hier à Rennes, défaite 2-0 sur des buts signés Gaëtan Laborde et Flavien T. Première défaite de la saison pour le PSG. On la sentait venir celle-là malgré la victoire cette semaine en Ligue des Champions qui a fait office de parenthèse entre guillemets. Moi je le considère comme une parenthèse en tout cas, d'un point de vue bonheur et joie. Mais on la sentait venir depuis le début de saison avec le jeu proposé. Yacine, cette rencontre, est-ce que quelque part c'est pas la sanction qui devait arriver? Bah si, parce que quand on a analysé les 8 premières journées, on a toujours dit que il y avait victoire, mais il y avait beaucoup de choses à redire sur le contenu, sur l'investissement, sur la ligne directrice que voulait donner Pochettino. Voilà, donc
Si, fallait que ça arrive en fait. Le problème, c'est que ça arrive à un moment où il y a la trêve internationale. Ça arrive après une victoire contre Manchester City. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la gestion de ce match, sur alors la gestion de l'équipe de départ, la gestion du coaching, sur la mentalité des joueurs. Voilà, moi, quand je vois Pochettino dire à la fin, on a été bon 20-25 minutes et on n'a pas concrétisé. Ok, donc le PSG, on est voué à faire 20-25 minutes à chaque match, à marquer dans tes temps forts parce que tu as du talent. Et finalement, sur 90 minutes, il ne se passe rien. Voilà, moi, je me demande presque si finalement, ceux qui viennent juste voir les résultats, ils n'ont pas raison. Parce que je vois quand il y a tous les débats, il paraît qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il paraît que c'est rien, c'est de la merde la Ligue 1. C'est Rennes, on s'en fout. On a tapé City, on a tapé le Bayern, on a tapé le Barça. Donc je ne sais même pas en fait pourquoi des fois on se prend la tête à parler de jeux, à débattre et tout. Moi, ce que je sais, c'est que tout ce que j'ai fait depuis le début sur les minutes coach en tout cas, à aucun moment j'ai fait des minutes où je disais cette victoire-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et elle est normale, elle est logique et elle est claire et nette. Voilà, bah, au bout d'un moment, il faut que ça tombe dessus. Voilà. Mousse, est-ce que pour toi aussi, tu t'inscris dans ce que Yacine dit ou est-ce que tu es particulièrement inquiet par rapport à la prestation d'hier? Bah, on avait déjà quelques inquiétudes, comme l'a dit Yacine, quand on a débriefé les matchs précédents. Alors, c'est vrai que quand tu fais 8 matchs, 8 victoires, c'est pas très audible. Quand tu émets quelques doutes, en tout cas sur le projet de jeu ou sur le contenu des matchs. Et ce que vient de dire Yacine, ça me rappelle, je crois que c'était un tweet ce week-end où quelqu'un t'a interpellé, Yacine, en te disant, mais tu vois, Paris a battu Manchester City 2-0, donc tes analyses tactiques en Ligue 1, franchement, on n'en a rien à foutre. Et tout ce qui compte, c'est la Ligue des Champions. Mais comment tu peux supporter un club et dire que les matchs, donc c'est ton pain quotidien, les matchs de Ligue 1, tu as 38 journées, c'est un feuilleton que tu suis toute l'année. Et il faudrait juste dire oui, non, mais Paris a fait demi-finale, finale, et puis là, tu vois, ils ont battu 2-0 City, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils se fassent défoncer. Bon, bah, à partir de là, ce que vient de dire Yacine, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Soyons contents quand le PSG gagne, n'émettons aucune critique, surtout envers certains joueurs, parce que je me suis pris un peu quelques groupies de l'ami Neymar. Et je le répète, Neymar, c'est un joueur que j'adore. Et quand il arrive en 2017, j'étais le plus heureux des hommes, hein. Mais quand il est pas bon, même s'il a fait les efforts défensifs, et on l'a souligné mardi, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il s'inscrive sur 90 minutes. Je parle de lui, mais c'est valable aussi pour d'autres, hein. Je ne veux pas m'acharner que sur Neymar, mais vu que beaucoup m'ont interpellé là-dessus, qu'ils n'étaient pas contents, que j'avais trouvé qu'il avait fait un match moyen face à City, c'est avec des raisonnements comme ça qu'en fait, tu te dis, OK, ben, quand il gagne, on dit plus rien d'autre, on dit juste bravo, on fait un podcast de 15 minutes, on le met en ligne et on attend le match suivant. Malheureusement, hier, il y avait rien. Il n'y avait pas il y avait pas cette envie. Comme l'a dit Yacine, tu joues 20-25 minutes et puis après, tu éteins la lumière. Et parce que pendant les 20-25 minutes, c'est vrai que Paris a eu des occasions. Paris a récupéré le ballon assez haut, a fait le jeu, etc. Sauf que tu te prends 2 buts dans les pires moments, c'est-à-dire à la fin de la première mi-temps et en début de seconde mi-temps. Et les Parisiens, souvent, ils disent bon, on domine, on finira par marquer parce qu'on a des individualités. Mais ça ne peut pas fonctionner à chaque journée de Ligue 1. Ça c'est pas possible. Si tu joues pas 90 minutes, tu peux perdre, hein, ça y a pas de souci, hein. Toutes les équipes perdent. Mais perdre comme ça, alors que honnêtement, Rennes, même en deuxième mi-temps, c'était pas ouf. Alors, franchement, c'est un peu désolant. Et puis le schéma de mardi, la configuration de mardi en Ligue des Champions, Paris a énormément souffert. C'est presque un miracle que le PSG n'ait pas pris de but. Fait preuve de solidité assez incroyable et ça peut pas être viable sur la durée. Donc cette excuse de vous avez vu Manchester City, quand on connaît le foot, elle est pas audible. Donc c'est pas Oui, oui, évidemment, évidemment. possible. Nico, ton impression sur ce dimanche euh, terrible pour le PSG, est-ce que t'en viens à ne même pas être surpris que Paris se fasse laminer de la sorte à Rennes, quoi?
On a déjà vu, c'est souvent, de toute façon, cette équipe, on le dit, hein, c'est un peu eux qui décide du sort du match. Quand tu vois l'équipe que Pochettino a cette année, si tu mets le même état d'esprit que même contre Lyon ou contre City, tu dois gagner tes 38 matchs. Voilà. Donc à partir du moment où tu perds, tu dois être forcément, tu dois te poser des questions sur le pourquoi. Et là, très clairement, il y a à la fois des défaillances individuelles assez inquiétantes. Et je pense qu'on reparlera de Neymar un petit peu plus tard dans le podcast. Et puis après, il y a toujours de toute façon, mais c'est récurrent depuis 4, 5, 6, 7 ans, je sais pas, mais voilà, c'est une équipe qui manque de goût de l'effort, tout simplement. Voilà, on a des joueurs talentueux, on part du principe que le talent suffit. Et puis quand en plus tu en alignes 4 sur le terrain et que tu déséquilibres de facto tout ton bloc, bah, tu t'exposes à ce genre de scénario. Alors effectivement, tu peux basculer à 2-0 pour toi à la mi-temps avec un peu de réussite. Finalement, tu te retrouves mené 2-0 à la 46e et le sort du match bascule. Et ce qui me dérange le plus dans cet après-midi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réaction derrière, quoi. Bon, voilà, ils sont menés 2-0. Bon, on va essayer tranquillement de revenir au petit trot. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. On s'en fout un peu. Et puis de toute façon, on part en sélection demain. Donc allez, il fait beau à Rennes. On profite un peu du soleil. En plus, on a fait la bringue cette semaine, donc on est un peu fatigué. Donc voilà, tout ça, c'est un peu agaçant et c'est récurrent. Et on attend toujours effectivement le coach qui va recadrer un groupe une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'on est maintenant tous d'accord pour dire que ce sera pas Pochettino celui-là, encore une fois. Exactement. Et on va y venir, dans les détails tactiques et même de l'entraîneur. Je l'ai pas précisé, la compo du PSG hier, la même que contre Manchester City, à une exception près. Angel Di Maria qui remplaçait Ander Herrera. Donc même là, pas d'excuses, j'ai envie de dire, parce que les mêmes joueurs qui étaient là cette semaine étaient là à Rennes hier. Donc il n'y a pas d'excuse de il a beaucoup fait tourner, il n'y a pas de repères, etc. Si, il y avait des repères. Donc, voilà. Avant justement de rentrer dans les détails, le schéma offensif, l'animation de l'entraîneur, etc. Est-ce que Yacine, cette défaite, ça ne peut pas être un mal pour un bien, une piqûre de rappel? Franchement, non. Non, parce qu'en fait, cette équipe, elle réagit pas comme ça. C'est pas une équipe qui se dit ah non, on n'aurait pas dû perdre ce match, on l'a perdu, donc on va montrer. C'est pas une équipe qui réagit comme ça, c'est une équipe qui va être un peu plus concentrée, concernée dans les gros matchs, quand il y a la Ligue des Champions, mais c'est pas une équipe qui a envie de faire mal à l'adversaire, c'est pas une équipe qui a envie de marcher sur l'adversaire, c'est pas une équipe qui a envie de marcher sur la Ligue 1. Voilà, donc non, mais en fait, il y a plein de choses qui m'énervent, moi, dans tout ce qui se passe là, c'est que tu sais, alors, Nico a parlé de Pochettino rapidement. Sur les réseaux hier, on m'a dit, de toute façon, en parlant de nous en plus, vous détestez Pochettino. Mais ça me tue. C'est-à-dire que, en fait, je vais réexpliquer ce que j'ai dit à peu près 17 millions de fois quand on fait le podcast. En fait, moi, je déteste personne. J'en ai rien à foutre. Encore une fois, c'est le PSG qui m'intéresse. Donc, reprenez les podcasts quand Pochettino est arrivé. À quel moment on avait un a priori négatif? Au contraire, on a tous dit ici, c'est un ancien du PSG. Il a été capitaine. Il a fait du taf à Tottenham. Il a fait du taf à Southampton. Il a des idées de jeu. Donc, on avait tous déjà un a priori favorable. Et si vous vous rappelez bien, la plupart d'entre nous, il y avait le choix entre Pochettino et Allegri. On préférait Pochettino. Donc aujourd'hui, il ne vient pas nous dire à nous, vous détestez Pochettino. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les mecs qui te disent ah, mais attends, à un moment donné, il y a quand même ce temps fort en première mi-temps. S'il marque, ça change tout. Non, mais ce discours. Non, mais au secours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je prends le match du Bayern et je dis la même chose. D'accord? Si le Bayern y marque dans leur temps fort au début de match avec les occasions de Choupo-Moting et tout, ça change tout. Mais vous ne pouvez pas utiliser un argument dans un sens et jamais dans l'autre. C'est de la bêtise. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est que moi, j'aimerais savoir une fois pour toutes pourquoi avoir construit un effectif à 30 joueurs. Voilà. Pourquoi avoir construit un effectif à 30 joueurs? Dans le papier d'avant-match, j'ai dit l'après-Ligue des Champions, c'est compliqué, en général, mais encore plus un après-City. Parce qu'il y a une fatigue nerveuse, il y a une concentration qui a été plus grande, tu as couru après le ballon, c'est City, c'est un gros match, tu étais attendu. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire 3 ou 4 changements pour amener un peu de dynamisme? Encore une fois, moi je ne sais pas, peut-être qu'ils auraient pris 4-0 avec du changement. Mais en tout cas, tu essaies de créer quelque chose. Encore une fois, si dans 3 semaines, un mois et demi, tu as des blessés
et que tu lances certains joueurs, il ne faudra pas leur demander d'être au top quand tu vas les mettre. Voilà. Donc moi, il y a toute une gestion qui m'énerve, de la mentalité des joueurs à la mentalité du coach, au choix. Et puis la dernière chose, c'est mais si tu joues dans le même système enfin, si tu joues avec les mêmes idées contre City et contre Rennes, c'est qu'il y a un problème. Tout le monde sait que Rennes ne va pas te confisquer le ballon. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes idées de jeu. Voilà. Et après, je reviendrai sur plein de choses parce qu'il y a aussi le choix des latéraux qui me dérange dans ce que demande Pochettino. On reviendra là-dessus, Yacine, sur Pochettino, parce que j'ai pas encore lancé le sujet Pochettino. Juste sur l'état d'esprit du groupe, Mousse et Nico. Bon, Yacine a donné son avis. Il pense que ce groupe n'est pas formaté pour avoir un sursaut d'orgueil. Vous êtes d'accord? Vous pensez que, surtout avec la trêve, ça va être une défaite parmi d'autres et on va repartir comme c'était avant dès la reprise? Vas-y, Nico, vas-y. Ouais, Nico, vas-y. Non, je pense qu'ils sont quand même. J'espère qu'ils sont un peu vexés de perdre à Rennes. Après, je vous l'ai déjà dit plein de fois, et c'est pareil, je me fais souvent reprendre. C'est une équipe de feignasses, voilà. On a des joueurs qui comptent leurs efforts, c'est pas nouveau. Ils sont capables, on l'a vu contre City, de se dépouiller. Et puis 5 jours après, ils n'ont pas envie de le faire parce que tu prends Rennes un peu de haut, parce que tu es le PSG, parce que Messi, parce que Patetti. Et puis à l'arrivée, tu fais ces espèces de matchs à la con où tu t'es pas fatigué à l'arrivée. Hein. Je veux dire, ils sont à mon avis, ils étaient dimanche à 16h, 17h à Paris. Ils ont pu aller bringuer tranquillement. Il n'y avait pas besoin d'aller se reposer, de récupérer. Donc ouais, moi ça m'énerve aussi comme Yacine parce que quand le PSG perd, que ce soit un gros match ou un petit match, moi voilà, ça me gonfle qu'ils perdent des matchs comme ça. Ça fait partie du sport d'être battu par plus fort que soi, mais c'est pas normal d'être battu dans l'envie. Et ça, on l'a déjà dit 1000 fois. C'est une équipe qui choisit ses matchs et clairement ce week-end, ils avaient choisi de pas jouer à fond et quand tu joues face à une équipe qui n'a pas trop peur et puis qui prend sa chance sans être brillant, on voit souvent que ça suffit. Et c'est vrai que cette série de 8 victoires en début de saison a été assez trompeuse parce que tu es à des matchs ou à Metz, ou des matchs comme ça où tu es battu dans l'envie par des équipes. Alors il suffit d'avoir des joueurs un petit peu plus forts que la moyenne, comme Labordière qui fait très mal, comme Tay qui fait un bon match aussi. Et puis tu te retrouves comme un con, battu sans vraiment faire un match. Donc c'est assez agaçant tout ça. Et bon, je ne pense pas que ça change de toute manière. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ça fait depuis que QSI est là qu'on vit à peu près la même chose. Donc il n'y a pas de raison que ça change malheureusement. Mousse, il va falloir que ça change factuellement parce que Paris, après la trêve internationale, reçoit Angers, quatrième du classement, qui vient de battre Metz donc le vendredi, sans les internationaux. Le vendredi ou le samedi, j'ai plus exactement. Vendredi. Vendredi. 3 jours après, réception de Leipzig et 3 jours après, déplacement à Marseille. Donc le sursaut d'orgueil, il faut qu'il intervienne maintenant, sinon ce sera trop tard. Bah, moi, je suis d'accord avec mes camarades. Hein, le sursaut d'orgueil, est-ce que ça peut coller avec le PSG? Alors oui, sur certaines années en Ligue des Champions, ils ont été capables, par exemple, d'aller battre une équipe en étant battu à l'aller et trouver l'orgueil pour aller chercher cette victoire au retour. Mais c'est toujours ponctuel en fait. C'est pas ce que caractérise cette équipe. Et là, cette saison, on démarre bien le championnat, contrairement à la saison dernière. Donc, tu as 24 points. Vu les résultats de ce week-end, on va dire, allez, tu as un petit matelas, tu es un peu tranquille. Donc, encore une fois, une défaite, ça peut arriver. Hein, c'est pas le problème. Toutes les grandes équipes perdent. Encore une fois, c'est la manière dont tu perds et l'état d'esprit avec lequel tu as abordé le match. Et là, force est de constater qu'on repart un peu comme la saison dernière. C'est-à-dire que tu as l'impression que ces joueurs en Ligue 1, ils se disent, voilà, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, Clément, c'est bon, voilà, ou je sais plus si c'était Nico, tu perds le match, tu rentres chez toi, t'as pas la haine de la défaite, t'es pas dégoûté, tu dis bon, allez, on se rattrapera le match d'après. Déjà d'une, on peut pas parler de fatigue pour Rennes, je suis assez d'accord avec Nico. Déjà parce qu'ils avaient joué mardi et que non, ils ont joué mercredi. Non, jeudi. Jeudi, ouais. Non, je te parle de Paris. Ils avaient joué Paris, mardi. Voilà, donc c'est ça, mardi. Donc mardi et voilà, et Rennes jeudi. Et donc tu as 2 jours de plus que les Rennais. Et tu joues, c'est vrai, à un horaire inhabituel, mais bon, c'est pas la fin du monde. C'est dimanche 13h, il faisait beau. Tu peux quand même, avant une trêve internationale, essayer de dire
je vais faire du 9 sur 9. Et la saison dernière, rappelez-vous, en fin de saison, quand on courait derrière la première place, les mecs arrivaient en conférence, oui, on a fait un pacte, on va le faire, on va rattraper tout ça et on va finir champion. Et ils en ont été incapables. Incapables. Donc cette saison, c'est bien, tu fais 8 premières victoires, tu as un accident face à Rennes. Le seul problème, c'est comme l'a dit Yacine, tu vas rentrer de la trêve internationale. Donc Pochettino n'aura pas eu le temps encore de travailler avec son groupe. Tu vas faire Angers, qui est pas une équipe facile, un peu comme Rennes. Et puis après, tu vas enchaîner sur la Ligue des Champions. Donc oui, il va falloir vite rebondir, mais je ne sais pas si Pochettino a le discours et les armes pour vraiment pouvoir forcer cette équipe à aller au-delà de ce qu'elle fait là. C'est-à-dire il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Et on critiquait Tuchel à l'époque parce qu'on avait eu des échos sur les entraînements qui étaient, on va dire, pas très travaillés. Je sais pas si moi qui avais espoir en Pochettino, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoi. Justement, très bien, tu lances le thème Pochettino. Évidemment, depuis hier, il est sous le feu des critiques, certainement à juste titre. De toute façon, c'est l'entraîneur, il est responsable en grande partie, du moins, des défaites du PSG. Pochettino, c'est 9 défaites en 46 matchs au PSG. C'est l'entraîneur qui possède le pourcentage de défaites le plus élevé pour un entraîneur du PSG depuis Antoine Comboiré. Donc c'est quand même pas très glorieux pour lui. Yacine, ma question, je vais la faire de manière provocatrice, mais ces performances que tu vois là avec le PSG, on les voyait aussi sous Tourelle, on en a vu sous Emery, on en a vu sous c'était qui avant Laurent Blanc. Non. Un peu moins sous Laurent Blanc, mais on en a vu quand même avec les autres entraîneurs. Est-ce que c'est Pochettino l'entraîneur, le problème, pardon? Non, mais de toute façon, on va redire ce qu'on a dit plein de fois. C'est pas que Pochettino, parce que malgré tout, il y a les joueurs, il y a un comportement, il y a un environnement. Voilà, le problème, c'est dans ce club, en fait, tout est géré dans l'émotionnel. Voilà. Quand tu vois Nasser dans le vestiaire après la victoire contre City, mais t'as compris. Tu vois, on n'est que dans l'émotionnel. Et le problème, c'est que le foot, c'est des émotions, mais tu ne peux pas gérer un club dans l'émotionnel. Rappelez-vous, on ne va pas rappeler encore une fois tout le parcours du PSG depuis qu'il est ici, mais combien d'entraîneurs ont prolongé après une victoire marquante derrière pour se planter? Combien de fois on a fait ce choix? Combien de fois on a parlé du meilleur entraîneur du monde au moment d'une victoire? Donc, évidemment que ce n'est pas que Pochettino. Mais le problème, c'est qu'en fait, on attend. Moi, je redis ce que je dis plein de fois, et je l'ai dit sur d'autres clubs. Hein, c'est pas spécifique au PSG, c'est spécifique aux clubs politiques. Voilà, on cite souvent dans les exemples comme celui-là, le PSG, le Real, le Barça. Voilà, où l'entraîneur n'a pas l'air d'être forcément libre de tous ses choix. Euh, mais en fait, à un moment donné, tu es quand même payé 9 millions d'euros par an. Est-ce que tu as le droit de dire non, mais moi, je ne vais pas me griller pour vous, je vais faire des choix? Encore une fois, sur un match, on ne lui a pas dit de mettre Neymar, Messi, Mbappé remplaçant contre City ou contre le Bayern. Mais est-ce qu'à Rennes, tu peux te dire il y a besoin d'avoir un autre état d'esprit et vous allez démarrer sur le banc? Vous partez en sélection nationale. Je fais des choix. Voilà. Non. Donc, oui, il est responsable parce que sinon, ça voudrait dire qu'un coach ne sert à rien s'il est responsable de rien. Mais en même temps, il y a un environnement qui complique la tâche. Donc, on retrouve toujours les mêmes problèmes. Et moi, ce qui me dérange, c'est que cet environnement, il n'apprend jamais. Puisque les erreurs que tu as faites avec Emery et avec Tourelle, on est en train de les revivre. Là, tu as construit une équipe pour faire les Harlem Globetrotters, mais tu n'as pas construit une équipe pour jouer au football avec. Ou alors le coach, il se fout de nous. Voilà. Si le président et Léo, ils lui ont Après, dit. Yacine, pour te couper, on sait que pour la plupart des joueurs, c'est pas le coach qui a choisi. Donc là-dessus, tu vois, par exemple, le cas de Donnarumma, je pense que Pochettino, s'il avait pu s'en passer, il s'en serait volontiers passé, pardon. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Messi, c'est pareil. Il est sans doute content de l'avoir, hein. Mais est-ce que c'est Pochettino qui a tapé à la porte de Leonardo pour lui dire ouais, il me faut Messi parce que dans mon projet de jeu, je vais l'utiliser comme ci ou comme ça? Non, c'était une opportunité. Leonardo lui a dit voilà, je t'ai ramené Ramos, je t'ai ramené Messi, je t'ai ramené Donnarumma. C'est des bons joueurs, on peut pas le nier, c'est vraiment des bons joueurs. Bah maintenant, c'est à toi de te débrouiller. Bien sûr. Et il n'y arrive pas. Non, mais c'est pour ça qu'il y a l'environnement, ça c'est clair.
Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas toujours te cacher derrière je peux pas faire les choix, en fait. Tu vois? Ce serait trop facile parce que sinon, ça veut dire que ton métier, il sert à rien. Tu prends un salaire pour. Parce que si c'est pour dire je mets Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, etc., ceux qui ont un statut, entre guillemets, je vous le dis honnêtement, je peux le faire. Hein. Non, mais je peux le faire parce que ça, c'est pas des choix. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, il est responsable, mais il n'est pas que responsable. C'est pas il est responsable, mais c'est pas le seul responsable. Voilà. Nico, il y a des choix d'hommes qui te dérangent aussi en ce moment dans la gestion Pochettino? Non, c'est pas des choix d'hommes, c'est plutôt une gestion du groupe moi, qui me dérange. Je trouve que le groupe, alors, on n'est pas à l'intérieur, donc on a un jugement forcément un peu biaisé, mais de ce qu'on en voit, c'est qu'il n'y a pas de décision forte. Moi, je veux voir Neymar aller sur le banc à la 60e minute parce qu'il est mauvais. Je veux voir Hakimi sortir hier parce qu'il prend le bouillon. Il y a quand même des choix comme ça qui ne sont pas spécialement faits. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on attendait de Pochettino qu'il impulse une envie, qu'il impulse une manière de jouer, qu'il ait des idées, qu'on voit quelque chose. Et en fait, on a toujours l'impression que c'est un coach qui ne sert pas à grand chose et qui subit en fait la volonté de ses joueurs. Et c'est ça, moi, qui me gêne. J'entends ce que dit Yacine sur le club politique. On sait structurellement le PSG est un club très compliqué pour tout le monde. Et ça peut pas être une coïncidence que tous les coachs qui passent soient confrontés au même problème. Donc évidemment que la base du problème, il est structurel et que la manière dont ce club fonctionne, il y a quelque chose qui rend la tâche des coachs très, très compliquée. Mais Yacine le dit très bien, Pochettino, il est bien payé. Je pense que si demain il se fait virer du PSG, sa vie ne va pas être bouleversée pour autant. Donc, qui montre que c'est lui qui a la main sur cette équipe. Quand je te l'ai dit, hier que Neymar ne sorte pas plus tôt, c'est juste scandaleux. Hakimi hier qui sort pas, c'est incompréhensible. Pochettino, il part sur une idée de départ et puis derrière, il attend un peu de voir comment ça se passe. On a le sentiment qu'il a acté le fait que en alignant des joueurs aussi talentueux, il allait forcément se passer quelque chose et que lui n'avait plus maintenant à réagir, à interagir sur ce match. Donc c'est plutôt ça qui me gêne plus que sur le choix des hommes parce que on va être honnête, qu'il aligne Messi, Neymar, Mbappé, c'est normal. S'il ne le fait pas demain, tout le monde va lui tomber dessus au bout d'un moment. Il est obligé de les aligner quelque part. Mais il n'est pas non plus obligé de tout leur laisser et puis surtout de ne pas interagir sur eux quand en cours de match, il voit qu'ils sont complètement à côté de la plaque. C'est plus ça qui me gêne aujourd'hui. Et ça me gêne surtout depuis qu'il est arrivé parce que on ne voit pas aujourd'hui, il a une patte de ce coach, on ne voit pas ce qu'il veut faire. Là, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'excuses parce que c'était les mêmes joueurs que contre City, mais ce n'est pas le même dispositif tactique. Et on voit que ce 4-2-3-1, il ne marchera jamais. Il ne faut pas se leurrer. C'est un système avec des joueurs aussi peu concernés par la course. Tu ne peux pas espérer que ce 4-2-3-1 il fonctionne. Et donc, moi, c'est ça aussi qui me gêne. C'est que on voit que le 4-3-3 est le système aujourd'hui le plus à même à faire jouer 3 stars dans cet effectif. Et que quand il en met 4, tu prends l'eau. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Pochettino. Et ça fait bientôt 9 mois, 10 mois qu'il est là. Et ça tend pas à l'optimisme parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change depuis qu'il est arrivé. Mousse, on a le sentiment que, je sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais pendant les matchs, il n'arrive pas à prendre des décisions. Il n'arrive pas à choisir qui sortir, qui laisser, qui faire rentrer. On a l'impression que c'est une corvée pour lui d'en sortir un des 3 devant. C'est super compliqué. Ça va peut-être devenir un problème à terme si jamais il n'ose pas, comme l'a dit Nico, à l'heure de jeu, sortir Mbappé ou Neymar parce qu'ils sont moins bons, quoi. Moi, je pense qu'il n'ose pas même avant, lors de sa compo, tout simplement. Encore une fois, il se retrouve dans une position délicate parce que une partie du vestiaire est très soudée, notamment, je pense, aux Sud-Américains. Et en vérité, là, pour l'instant, en Ligue des Champions, j'allais dire, entre guillemets, il est un peu chanceux, même si c'est compliqué toujours de se passer d'un joueur comme Angel Di Maria, mais c'est vrai que ça lui facilite un peu la tâche. Parce qu'on voit quand même que tu as quand même un petit peu plus d'équilibre quand tu as un milieu de terrain avec Gay, Herrera et Verratti que lorsque tu mets juste 2 milieux et après les 4 devant doivent. Enfin voilà, tu as souvent l'équipe qui est coupée en 2. Parce que sur la composition d'équipe, moi, contrairement à Yacine, je veux dire, ça ne me choque pas qu'ils remettent les mêmes. Tu l'as souvent dit, Yass, que ce soit, je crois, Klopp ou même Guardiola. D'ailleurs, ils sont affrontés ce week-end.
ils changent rarement, ils font rarement des changements et même dans le match. C'est-à-dire qu'ils font souvent confiance à l'équipe type. Alors peut-être que dans l'esprit de Pochettino, lui, ce qu'il voulait, c'était justement continuer, même si évidemment, tu avais Angel Di Maria à la place d'Herrera, mais tu vois, d'essayer de trouver un peu plus d'automatisme et de faire jouer. Donc moi là-dessus, je suis pas, ça me dérange pas. Là où je rejoins plutôt Nico, c'est vrai que on voit que son 4-2-3-1, même quand il l'a mis en place la saison dernière, et je me rappelle qu'il mettait aussi Verratti à la place de Messi, ça fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Tu as trouvé un léger équilibre, encore une fois, face à City, en mettant Gay, Herrera et Verratti. Et là, tu vois quand même que bon, ça va déjà un peu mieux parce que tu as un peu plus de monde au milieu et tu peux aider un peu ta défense. Là, en fait, le choix que doit faire Pochettino, c'est de se dire j'en garde que 3 devant, mais qui je garde? Qui est en forme aujourd'hui? Qui peut faire les efforts, etc. Alors Neymar, un match sur 2, il les fait. Contre City, c'était plutôt très très bien. Et il a fait un très très bon papier Yacine pour expliquer tous les efforts qu'avait fait Neymar. Et t'as Di Maria, pareil, qui est capable de faire les efforts, mais il n'est pas toujours constant dans l'effort. Est-ce que tu laisses Di Maria dehors? Est-ce que tu laisses Neymar dehors? Mais en tout cas, il faut prendre des décisions. Mais le problème, encore une fois, le vestiaire, il est tellement soudé que je pense que lui, il s'achète une paix en mettant les 4. Mais si tu continues comme ça, tu vas aller dans le mur, clairement. Et je parle même pas encore de la gestion, on en a déjà souvent parlé, mais tu as aussi la gestion des 2 gardiens. Là, on sent que peut-être Donnarumma est en train de passer devant Navas. Comment est-ce que Navas va le vivre? Il a pas mal d'épines dans son pied, l'ami Pochettino, et ça va être compliqué pour lui dans les jours qui viennent. Là, il a une petite trêve, il va pouvoir travailler un peu tranquillement, sans ses joueurs, évidemment. Quand je te dis tranquillement, ça veut dire qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de pression, etc. Mais ça va revenir très, très vite. Et tu as un match contre Leipzig, et on sait que Leipzig, ils ont déjà posé des problèmes. Donc voilà. Moi, c'est pas le tranquillement qui me gênait, c'est le travailler parce qu'il n'y a pas de joueurs. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit travailler sans ces internationaux. Non, quand je dis travailler, ça veut dire que il n'y a pas de match à l'horizon, il est tranquille, il n'y a pas de pression, ses joueurs sont loin. C'était plutôt dans ce sens-là, mais voilà. On a parlé des 4 de devant. C'était un peu compliqué de les aligner ensemble. Hier, si on revient un peu plus individuellement sur les cas de figure, on a eu le sentiment qu'autour de Messi, dès qu'il touchait le ballon, il y avait une occasion pour le PSG quasiment, qui était assez habile, notamment dans ses ouvertures et ses passes. À côté, c'était transparent. Bon, Neymar, je pense que vous allez y revenir. Mbappé, il a raté tout ce qu'il voulait devant le but. Même Di Maria a été assez discret. Est-ce que vous avez eu la même sensation que moi je pense pas que c'est Messi qui les inhibe, les 3, mais est-ce que quelque part ils doivent changer leur jeu ou l'adapter à ce joueur, à Messi, et ils n'ont pas encore réussi à le faire? Yacine. Ouais. Attends, Nico, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, ouais, juste c'était pour rebondir pour le problème du PSG, du 4-2-3-1. En fait, excuse-moi Clément de revenir juste dessus, mais en fait, moi je suis pas coach, mais ça saute aux yeux que tu peux pas mettre un 4-2-3-1 avec 4 mecs devant qui font aussi peu d'efforts et cumuler ça avec 2 latéraux ultra offensifs qui sont pas non plus des défenseurs nés. Et tu vois, il suffit d'avoir, encore une fois, je te dis, je suis pas coach, mais ça saute aux yeux quand même que le problème est là. Tu peux, sur des matchs ponctuellement, aligner les 4 de devant. Moi, ça me choque pas en soi d'essayer de travailler cette association. Mais derrière, tu peux pas attendre des 2 mecs au milieu de couvrir toute une largeur pour venir ensuite aider les 2 latéraux. C'est juste pas possible. Et Pochettino, c'est là où tu t'as l'impression que il est sûrement beaucoup plus compétent. Enfin, il est beaucoup plus compétent que moi, j'en doute pas une seule seconde, mais tu vois, quand tu vois ce truc-là qui revient de manière assez récurrente, tu te poses quand même des questions. Est-ce qu'il pense vraiment que tu vas pouvoir faire ça au long terme? Est-ce qu'il en a rien à foutre? Est-ce qu'il est complètement morté de la plaque? C'est quand même super bizarre de voir ça qui se reproduit régulièrement. Et puis, alors, à contrario, si tu pars du principe que, ok, il veut faire ça parce qu'il sait que ça va être un énorme déséquilibre, mais que ça va être tout pour l'attaque, ça va être le feu, que tu vas marquer 5-6 buts et que ça va être génial, même si tu en prends 3, pourquoi pas aussi, mais dans ce cas-là, tu dois avoir un état d'esprit différent. Et là, c'est aussi à lui de l'insuffler, cet état d'esprit. Là, tu as une équipe qui joue au petit trot, peinard, sans faire d'effort, avec un déséquilibre dès la composition où tu sais que tu vas être dans la merde sur les côtés.
Rennes, hier, ils sont pas bons. Hein. Enfin, ils sont pas bons. Bah oui. C'est pas un match de dingue que fait Rennes. La seule chose, ils ont fait quoi? Ils ont pilonné les deux côtés. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qu'a essayé de faire Guardiola aussi avec City, avec toujours ces changements d'aile et compagnie. Sauf que contre City, tu avais 3 milieux, ce qui veut dire que tu avais des mecs qui étaient capables de coulisser au milieu pour venir aider les latéraux. Parce que de toute façon, devant, ils ne le font pas le travail. Neymar et ses 3 courses par match, super, ouais, c'est bien. Oui, il va un peu aider, mais c'est ce que je veux dire. Faut pas non plus, faut pas être aveugle là-dessus. Donc ce système de Pochettino, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, je veux pas donner l'impression que c'est un système de merde, mais tu dois avoir dans ce cas-là un état d'esprit complètement différent. Et là, en fait, tu cumules tout ce qui peut pas aller dans ce 4-2-3-1. Et je comprends toujours pas. On est bientôt, on est au mois d'octobre. Et on n'a toujours pas vu ce PSG qui est construit pour ça jouer avec 3 mecs derrière. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le voir, ce 3-5-2 ou ce 3-4-3. J'espère avant Noël, ce sera un joli petit cadeau personnel en tout cas. Et alors je ne sais pas si on attend que Ramos revienne, parce que visiblement il n'y a que Ramos qui est capable de jouer dans une défense à 3 avec ce PSG-là. Donc dans ce cas-là, on le verra peut-être jamais. Et je ne sais pas, je ne comprends pas qu'il n'essaye pas sur des matchs comme ça de travailler ce système à 3. Mais encore une fois, je n'ai pas fait de finale de Ligue des Champions sur un banc de touche, donc j'arrête là pour les critiques tactiques. Je laisse Yacine qui le fait beaucoup mieux que moi. Mais j'ai hâte quand même de voir des choses changer. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, on va rester là-dessus du coup. Yacine, sur ce qu'a dit Nico, l'animation tactique de Paris, est-ce que pour toi aussi elle est complètement hors sujet? Et qu'est-ce que tu verrais comme. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter pendant la mi-temps que tu proposais justement ce qu'a dit Nico, une défense à 3 avec des latéraux un peu plus relevés sur le terrain. Toi, c'est aussi ce que tu vois? Mais en fait, à partir du moment où tu joues avec 2 milieux défensifs, en fait, tu n'as pas d'autre choix. Parce que justement, la défense à 3, et vous regarderez la plupart des équipes qui jouent à 3, c'est aussi pour compenser un manque au milieu. Puisque tu ne veux pas mettre 3 milieux, ben, tu n'en mets que 2, et donc tu rajoutes un défenseur pour venir compenser, avoir plus de monde dans l'axe, derrière tes 2 milieux qui peuvent un peu prendre l'eau, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Et en plus, aujourd'hui, tu as quand même des profils de joueurs qui correspondent à ça. C'est-à-dire que déjà, tes 2 latéraux correspondent à ça. Mais je pense qu'il y a plein de petits problèmes. Le premier, il vient du fait que Hakimi, par exemple, il fait beaucoup d'appels. Il n'est jamais servi. C'est-à-dire qu'on se sert de ses appels pour éliminer, etc. Mais on ne lui donne jamais le ballon. Ça veut dire quoi? Regardez bien ce qui s'est passé hier, mais ce qui s'est passé dans plein de rencontres. Au bout de 20 minutes qu'il a fait ses appels, eh ben, l'équipe adverse, elle sait qu'on ne lui donne pas le ballon. En fait, il ne le calcule plus. Parce que les joueurs se servent que pour rentrer. Et heureusement, en fait, que tu as City, qui est une équipe qui joue plus au ballon. Et comme tu es sur des transitions, quand Hakimi fait l'appel, bah oui, par exemple, Cancelo n'avait pas d'autre choix que de suivre Hakimi. Parce que Messi se retrouve en 1 contre 2 et que tu as Hakimi, et voilà. Mais le reste des équipes contre Paris, elles jouent un peu plus bas, plus en bloc. Donc, une fois que l'autre il a fait 3-4 appels et que tu as vu que Di Maria il rentrait, ok, ben pourquoi on va arrêter de le suivre et on va bloquer Di Maria, on va bloquer l'intérieur du jeu. La deuxième chose, c'est que parfois on a l'impression aussi que Pochettino a demandé aux 4 de pas trop sortir non plus. Moi j'ai vu des situations où Hakimi n'y allait pas. Alors est-ce qu'il y va pas parce qu'il en a marre de faire des appels dans le vide, ou est-ce qu'il y va pas parce que justement comme ton équipe elle est déséquilibrée offensivement, tes 4 de derrière doivent rester en place? Je ne sais pas. Et enfin, pour terminer, dans l'animation globale de l'équipe, une animation offensive, je répète, c'est pas de la robotisation. Alors, ceux qui ont vu la minute tactique sur City, je pense que c'est le résumé parfait de ce qu'est une animation offensive. Une animation offensive, c'est pas juste de dire donne à Neymar, il donne à Mbappé, il décroche sur Messi, on va voir là-bas. C'est pas ça une animation offensive. Une animation offensive, c'est quand Neymar a le ballon, qu'est-ce qui peut se passer? Où sont les solutions? Parmi ces solutions, il en choisit une. Et derrière, il se passe des choses. Et j'ai montré City, où par exemple, quand le ballon arrive sur Mahrez, il y a la possibilité d'un joueur qui vient dans la profondeur proche de Mahrez, comme De Bruyne l'a fait quand il tire par exemple sur Donnarumma qui sort le ballon des pieds. Tu as la deuxième solution de Sterling dans l'axe. Et tu as la troisième solution du ballon à l'opposé dans le dos pour un Grealish ou un Bernardo Silva qui est rentré complètement derrière. Voilà. C'est ça une animation offensive. Ce n'est pas quelque chose de robotisé, c'est de dire chaque situation, tu as 3 solutions. En fonction de la solution que tu choisis, il se passe encore quelque chose. Ben, moi, je ne vois pas ça. C'est-à-dire que moi, je vois des joueurs de talent qui, oui, sur une action, un appui remise, comme l'action de Messi avec Mbappé ou avec Di Maria quand il rate son centre,
Voilà, c'est ça en fait. On donne à Messi, il trouve une passe géniale, et puis après, derrière, il se passera quelque chose si on est efficace. Voilà. Bah, pour moi, ça manque de tout ça. Hakimi, on l'a gonflé à juste titre. Quand est-ce qu'on s'est. Franchement, depuis que tout le monde est revenu, c'est-à-dire en dehors des premiers matchs où d'ailleurs il a marqué à 3, c'est où qui marque après? À Reims, non? Ouais, c'est à Reims. En dehors de ça, quand est-ce que vous l'avez vu centrer? Bah, je ne le vois plus centrer parce qu'on ne lui donne plus le ballon. On fait que se servir de ses appels pour soi-même, en fait. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas travaillé, préparé. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est le travail de l'entraîneur. Si c'est juste mettre les joueurs et leur dire joue au foot, voilà. Il n'y a, y a, y a, y a, y a, y a pas besoin d'un entraîneur à 9 millions d'euros par an. Mousse, tu veux rebondir là-dessus? Tu sais, quand Yacine il parle tactique, après derrière, tu vois, Eh ben, tu peux pas dire grand-chose. Alors, juste sur le côté centre, oui, je suis d'accord. En même temps, est-ce que tu as des mecs dans la surface pour reprendre les centres, que ce soit côté gauche ou côté droit? Quand on voit encore hier le match d'Mbappé enfin, qui est tout le temps sur le côté gauche, qui se marche sur les pieds avec Neymar, il y a une occasion dans la surface où tous les deux ils se gênent. On l'avait déjà vu cette situation dans le match précédent. Donc voilà, de toute façon, tu peux donner la balle à Hakimi. Même si je trouve que tu es un petit peu dur avec lui, parce que malgré tout, il y a eu quand même des phases intéressantes depuis qu'il arrive au PSG. Il a quand même beaucoup apporté, mais c'est vrai, Oui, mais tu as avant, raison, on joue pas souvent. Oui, non, mais je en suis fait, d'accord avec avant toi, Yacine. qu'ils reviennent. Oui, c'est ce que mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en début de saison, il y a eu pas mal de phases où il était très très important. Sur son côté droit, ça dédoublait, parfois avec Neymar, parfois avec Messi. Là, c'est un peu plus compliqué et c'est vrai que défensivement, du coup, bah, tu vois plus ses lacunes. Après, je ne sais pas si on parlera de Nuno Mendes, mais c'était pas mieux du côté gauche hier. Et les buts, je crois, arrivent d'ailleurs de son côté. Mais voilà, on a quand même deux bons latéraux pour moi. Après, voilà, peut-être que dans un système avec trois défenseurs, évidemment que je pense que là, ça sera beaucoup mieux. On sait qu'Hakimi, il est habitué à jouer comme ça. Il avait joué comme ça à Dortmund, il a joué aussi comme ça à l'Inter. Donc voilà, on va attendre de voir on va attendre le retour de Ramos, parce que moi, je suis persuadé que c'est ça en fait je pense qu'il a envie de le mettre. Truc. Je ne sais pas pourquoi il n'utilise pas Diallo en attendant pour un peu rôder le système, parce que même avec Diallo, je pense que ça peut le faire. Parce que là, Ramos, il était censé revenir dans le groupe déjà pour City. Hein. Là, il était même ni à City ni à Rennes. On verra après la trêve, mais voilà, Le- s'il n'est pas pas là après évident. la trêve, c'est inquiétant. Yacine? Juste, Bah, juste pour Diallo, le problème, c'est qu'en fait, il est gaucher. oui, je Donc, sais, mais bon, après, non, mais en fait, pour moi, le seul aujourd'hui qui peut justement C'est par clair. rapport Ah, Kerrer. mais voilà, c'est Kerrer à droite, Marquinhos dans l'axe et Kimpembe ou Diallo à gauche. Mais parce qu'on Oui, on je est vois ce que d'accord tu veux. on est d'accord que dans le cas de figure où Ramos revient et qu'il y a une défense à 3, ce sera Ramos dans l'axe, Marquinhos à droite et Kimpembe à gauche. Ah bah oui. Ouais, ça peut être Ramos à droite. Hein. Ça peut être Ramos à droite, tu penses? Ouais. Ah, Parce que, je parce que pense qu'il sera plutôt au milieu. Ouais. mais si, parce qu'en fait, le défenseur axe droit, on va pas lui demander de monter. On va lui demander de couvrir Hakimi. Et je pense que tu peux plus te servir de l'activité de Marquinhos dans l'axe pour un peu apporter, tu sais, avec le ballon au Ouais, milieu. mais sur la vitesse, Yass. Sur la vitesse, t'as pas Et peur que Ramos à justement, parce qu'en fait, 35 ans couvrir oui, Hakimi? justement, parce qu'en fait, le problème, c'est que le vrai mec qui fait la couverture dans une défense à 3, c'est l'axial. Donc, si tu dois couvrir. Si, regarde, si Hakimi, il est passé, que Marquinhos, tu vois, qui va couvrir Hakimi, il est passé, Ramos, il n'ira pas jusqu'à là-bas. Alors que si Ramos est passé, Marquinhos, il peut y aller en vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Il sera le Ouais, plus je vois. près de côté droit et gauche pour couvrir la profondeur. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, il peut très bien mettre Ramos dans l'axe. Hein. Non, mais Intéressant. après, Parler Ramos, de... après, enfin, soit il est blessé, si je comprends bien, soit il n'est pas capable de couvrir ce qui va passer vite. Donc, il y a un moment, il va falloir se poser pourquoi on a pris Ramos dans ce cas-là. Est-ce qu'au moins il peut jouer au foot, quoi. Toi, Ouais, là, Ramos, axe droit, c'est pas. normalement, il marque des buts. Donc, ça D'accord. devrait. Après, le système A3, moi j'aimerais le voir, mais il ne faut pas non plus mentir. Hein. Ce n'est pas un système qui va régler tous les problèmes. À 3 ou à 4 derrière, la donnée sera la même. Si au milieu et devant, ça ne court pas et ça ne fait pas des courses sans ballon, tu vas avoir les mêmes problèmes, tu vas avoir les mêmes embouteillages dans certaines zones du terrain, tu vas avoir les mêmes déséquilibres à la perte du ballon. Ce n'est pas non plus un système qui te prive d'effort, quoi. Donc, mais au moins, ça donnera quand même effectivement un équilibre un peu plus stable aux zones défense et milieu, je pense en tout cas. En parlant de devant,
Bah justement, je vais réitérer ma question tout à l'heure, Yacine, sur la performance individuelle, les performances individuelles de nos attaquants à Rennes et le néant autour de Messi. Du moins, c'est la manière dont je l'ai perçu. Euh, est-ce que Messi peut en être la cause? Est-ce que les mecs autour n'arrivent pas à s'adapter ou justement veulent trop en faire? Ou alors c'est juste qu'ils ont été mauvais et c'est leur performance, elle est responsable à eux seuls, quoi, c'est tout. Franchement, il peut pas être la cause parce que honnêtement, depuis qu'il est là, il joue avec tellement de simplicité Ah oui, qu'il c'est n'est ce que pas en j'allais train de dire. leur dire regardez-moi, je vais tout vous montrer, je vais éclater tout le monde. Mais si, parce qu'en fait, Quand je dis la cause, Yacine, c'est pas, il n'est pas responsable, c'est une cause indirecte. Tu vois, oui, c'est oui, genre. oui, j'ai compris. Mais il pourrait être la cause si, à l'image d'un Neymar, il prend le ballon, il veut montrer qu'il est capable d'éliminer tout le monde. Sauf que le mec, il vient, il propose, il donne en une touche, en Ah deux touches. mais Yacine, c'est l'anti-Neymar Messi, Et hein. bien sûr. Vraiment, c'est Et le voilà. mec qui te lâche le ballon super vite. Alors Donc, il tente des passes compliquées qui souvent sont interceptées, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, quand il fait sa passe, voilà, c'est pour une raison bien précise. C'est toujours un peu compliqué. C'est vrai parce qu'hier, il y a eu des pertes de balles sur certaines passes de Léo Messi, mais ça peut pas être le problème. Léo Messi, bien au contraire, parce qu'il montre que il joue simple. Quand il faut accélérer, il accélère un peu. Il lâche le ballon assez rapidement, toujours en une touche de balle. Non, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt un peu ceux qui sont autour de lui. Soit, comme l'a dit Yacine, ça veut trop tenter en individuel et tu perds le ballon parce que dans le cas de Neymar, parce que tu as moins d'accélération, parce que tu fais souvent les mauvais choix, ou bien sur le positionnement d'Mbappé, qui s'exile toujours côté gauche et donc du coup ça fait un peu de circulation et aussi dans le fait de toujours vouloir revenir dans l'axe et jouer dans l'axe alors que sur les côtés tu vois tu tentes rien, c'est plutôt ça le problème, c'est pas du tout Léo Messi qui est pas du tout un joueur individualiste, bien au contraire. Et je te laisse Nico. finir Yassin, pardon. Alors, non, mais en fait, Yass, il y a pas Nico. il y a deux trucs. C'est Di Maria, je pense que, rappelez-vous qu'il est suspendu en Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'il joue un match par semaine. Et rappelez-vous, l'année dernière, c'était l'inverse. Il était suspendu en championnat après le carton rouge de Marseille. Et pareil, pendant les premiers matchs de Ligue des Champions, notamment à Leipzig et tout, il n'est pas bon. Lui, c'est un joueur aussi, parce que quand tu es âgé, tu as besoin d'enchaîner les matchs. Là, en jouant une fois par semaine, tu vois bien qu'il manque de rythme. Et puis, Di Maria, ce qu'on avait reproché quand il y a Neymar, etc., il fait les efforts en général, Di Maria, mais il est vite pris dans l'engrenage de plus faire les efforts. En Ouais. gros, c'est bon, je les ai fait une fois, deux fois, je ne vais pas les faire pour vous tout le match, donc j'arrête. Donc ça, c'est un problème. Et de toute façon, il va falloir régler le problème Mbappé. Quand je dis le problème Mbappé, encore une fois, les gars, je déteste pas Mbappé, etc. Le Ah bah problème si. Mbappé dans son positionnement, parce qu'en fait, étant donné que tu as Neymar qui démarre côté gauche, Di Maria à droite, normalement Mbappé dans l'axe avec Messi un peu derrière, que Mbappé très vite, il s'en va sur le côté gauche. Bah, en fait, tu n'as personne dans l'axe, tu as trois joueurs avec Mendes côté gauche, et en fait, c'est juste pas possible, il n'y a plus de cohérence du tout. Bah Donc, oui. donc, il va falloir régler ce problème. Soit Mbappé, tu le mets à gauche, il va à gauche, tu le mets à gauche, soit tu lui imposes de rester dans l'axe et tu lui dis, bah, si tu ne vas pas dans l'axe, bah, ce sera Icardi. Mais il y a un équilibre à trouver. Tu ne peux pas avoir trois joueurs comme ça d'un côté qui essayent de combiner les uns sur les autres, qui font les mêmes courses. C'est pas possible. Donc là aussi, il y a ce problème de cohérence. Et c'est pour ça que accumuler, encore une fois, à l'image des fameux Galactiques, accumuler les grandes stars offensives, c'est pas le football. Nico, il y a un joueur qui est particulièrement pointé du doigt depuis hier, c'est Neymar, de par sa performance assez transparente. T'es inquiet pour la suite? Tu penses qu'il peut retrouver son niveau ou malheureusement il est sur une pente qui est pas très optimiste pour Paris? Quel niveau tu veux qu'il récupère? Lequel niveau tu veux qu'il récupère? La grinta, la vivacité, Ah bah non, bah là c'est non, c'est fini. Neymar 29 ans, le Barcelone, le Neymar de 2017, je pense il est, euh, il est perdu dans les fins fonds de Rio, Là, au il parlait Canada. du poker en fait, Il Nico. ne Il parlait reviendra du plus poker. jamais. Non, mais Neymar, c'est évidemment que c'est un problème. Le problème de Neymar, le principal problème, c'est que déjà c'est un joueur qui ne sait pas adapter son jeu par rapport à sa condition physique du moment. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé avec lui, c'est que c'est, je pense, un des meilleurs passeurs du monde quand il décide de jouer simple. Il a une vista, il a une qualité de passe, même si on ne le voit pas en ce moment.
il pourrait jouer que là-dessus, qui ferait déjà des différences énormes. Sauf que voilà, on sait que Neymar, il a besoin de montrer au monde entier qu'il est capable de dribbler 3 mecs, qu'il est capable de faire des dribbles, qu'il est capable d'aller tout seul marquer des buts. Et à l'arrivée, bah, il ne l'est plus capable en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est ponctuel parce que la forme physique n'est pas là. Alors, ça me fait rigoler quand on m'attrape sur les réseaux en me disant mais regarde ses photos, regarde, il est super fit, il a des beaux abdos et tout. Ouais, c'est vrai. Alors moi, ça m'arrive aussi d'être super fit. Si je cours pas pendant 6 mois, bah les 3 mois suivants, même si je suis tout maigre, je peux vous dire que je vais en chier quand je vais courir. Donc ce côté il est maigre, le physique, c'est pas une excuse. Bah si, justement, c'est une vraie excuse parce que quand tu fais 2 mois de vacances à picoler, à te relâcher, qu'il te faut encore 2 mois derrière pour retrouver un niveau physique à peu près correct, si c'est un vrai problème, je suis désolé. Quand après City, tu vas faire la bringue dans des soirées, c'est un vrai problème dans la récupération. Mais après Neymar, il a choisi de toute façon. Quand il est venu au PSG en 2017, il avait encore, je pense, à l'esprit d'être le meilleur joueur du monde et de rafler des ballons d'or. Je pense très très sincèrement qu'il a renoncé à ça et que le Neymar qu'on a en ce moment, c'est le Neymar qu'on va traîner jusqu'en 2000, je sais plus quand il a signé, 2025 je crois. 26, 2026. On sera peut-être mort avant qu'il s'en aille, lui, tu vois. Donc non, on verra plus le grand Neymar. Maintenant, moi, j'aimerais au moins voir un Neymar qui joue pour l'équipe, qui arrête de jouer pour sa gueule. J'avais espoir avec l'arrivée de Messi que ce Neymar qui voulait tout faire disparaisse un petit peu, mais pour l'instant, je vois toujours le même Neymar qui joue sur un football super agaçant et ouais, il me gonfle. Ouais, il me gonfle clairement. Là, le match, déjà le match à City, moi, il m'a gonflé. Parce que c'est vrai qu'il oui, il défend, super. Il court, il défend. Donc on va bientôt devoir féliciter un mec qui gagne 30 millions d'euros par an de défendre, quoi. Je sais pas si on se rend compte de l'absurdité de la situation, quoi. Neymar a couru contre City, donc on peut pas le critiquer. Ouais. Neymar, il a tout chié avec le ballon dans les pieds, quoi. Donc moi, ça me gonfle de voir ça. Et, et effectivement, Pochettino, on en revient un peu à lui. S'il avait un petit peu de personnalité, il mettrait Neymar sur le banc. Et ça réveillerait un petit peu, parce que moi je pense que jouer avec trois postes offensifs devant et faire une rotation avec ceux qui sont en forme et ceux qui ne le sont pas, ça aurait un sens. Et tu vois, quand tu vois Icardi, moi je sais, j'aime bien Icardi, je m'excuse auprès de ceux qui vont me dire que je connais rien. Moi j'aime bien Icardi parce qu'au moins il reste dans son rôle. Et tu as aussi peut-être besoin de ça pour que ton animation offensive elle fonctionne, c'est d'avoir des mecs dans leur rôle et qui jouent pour l'équipe. Neymar, c'est tout le contraire. Mousse, sur Neymar, est-ce que tu es aussi dithyrambique dans le mauvais sens que Nico? Bah, évidemment, je rejoins mon camarade Nico et on va se prendre tous les deux les groupies de Neymar sur les commentaires, comme d'habitude. Parce que la semaine dernière, encore une fois, le dernier match, c'était ça. Ouais, Mousse, t'aimes pas Neymar. Parce que c'est un peu ce que disait Yacine sur Mbappé. Tu vois. T'es toujours obligé de te justifier en disant ah non, mais moi, les gars, Neymar, moi, encore une fois, je le kiffe. Hein, j'ai aucun problème là-dessus. Mais quand il est mauvais, et là, il n'est pas mauvais depuis un mois ou deux. Il est mauvais depuis 2019. On avait encore espoir lors de sa deuxième saison. C'est vrai qu'il se blesse, mais tu voyais encore certaines choses, des accélérations, sa facilité à faire des passes magnifiques qui amenaient souvent des buts. Et c'est tout ce qu'on ne voit plus. Donc moi, je suis désolé pour les groupies de Neymar. Encore une fois, comme on vient de le dire, il a prolongé jusqu'en 2026. Moi, j'ai pas peu d'espoir de retrouver le Neymar qu'on avait connu quand il était arrivé en 2017. Déjà, tu vois la différence, c'est pas très très loin en 2017, hein, c'est pas si loin que ça. Hein. Quand tu vois la différence de physique, l'année où il nous rejoint et aujourd'hui, voilà, Neymar c'est un joueur d'orgueil, il a raison Nico. C'est-à-dire que tu vois, quand on l'a critiqué sur son poids, quand il avait mis son maillot avec l'équipe du Brésil, bah, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait une photo torse nu, il contracte tout pour dire bah vous voyez non c'est faux, c'est la taille du maillot qui était trop grand et au lieu d'adapter son jeu comme l'a dit Nico, bah non il va encore prouver que c'est encore le meilleur, donc il va prendre le ballon, il va essayer d'en dribbler un, deux, ça fonctionne plus, c'est-à-dire tous les défenseurs de Ligue 1 ils sont capables de prendre Neymar. Là où en 2017 voire 2018-2019 les défenseurs ils craignaient Neymar, ils craignaient son accélération, ils craignaient son sens du dribble, son sens de la passe. Aujourd'hui, voilà, les défenseurs tranquilles, hein, ils anticipent. Neymar, encore une fois, il a plus d'accélération. Donc il t'apporte quoi? Moi, encore une fois,
je veux bien qu'on dise Neymar, c'est un super joueur, etc. Mais tout le monde le pense, tout le monde sait que c'est un super joueur. Mais faisons le parallèle avec Ronaldinho. Ronaldinho, pour moi, il était encore au-dessus de Neymar, Ronaldinho. On l'a vu jouer au parc, voilà, on a eu la chance de l'avoir, et puis après, on l'a suivi un peu à Barcelone. Mais sa carrière, elle décline quasiment au même âge, à 29, 30 ans. Et Barcelone ne le retient pas, le laisse filer au Milan AC. Alors qu'il a fait des dingueries avec le FC Barcelone. Il a humilié le Real Madrid à lui tout seul. Tu vois, et Neymar, c'est un peu ce genre de joueur. Mais malheureusement, et vraiment, je suis dégoûté. Mais on est en train d'assister à la descente de Neymar. Donc moi, j'espère que je me trompe et que d'ici quelques mois, il y aura une remise en question et qu'il reviendra fermer nos bouches. Et je demande que ça, qu'il ferme ma bouche. Honnêtement, moi, j'ai très peu d'espoir de voir ça. J'ai hâte de voir Yacine fermer sa bouche, moi. Yacine, la question. Yacine, les gens ont kiffé la semaine dernière Yacine dans le podcast parce qu'il avait dit à juste titre que Neymar avait fait des sacrifices et qu'il avait plutôt bien défendu. Moi, ça m'a fait rire parce que je sais quand même malgré tout ce que pense Yacine de Neymar. Oui, donc voilà, ça m'a plutôt fait rire. Yacine, il a quand même tendance à dire ce qu'il pense, mais justement sur Neymar, la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'il va retrouver son niveau. Je pense que de 2017, pardon, je pense qu'on a tous compris. C'est maintenant comment on l'utilise dans l'animation de demain avec les 2 ou 3 autres de devant, quoi. On l'utilise comme on utilise les joueurs offensifs du PSG, c'est-à-dire qu'on attend le miracle et puis peut-être qu'un jour il arrivera. Bah oui, un jour il arrivera peut-être. S'il n'arrive pas, tant pis. Mais en vérité, le problème Neymar, c'est quoi? C'est que il a peu joué pendant 2 ans. Je parle des 2 dernières années. Je parle même pas des 2 premières saisons. On va juste rester sur les 2 dernières saisons. Il a peu joué et il a pris toutes les mauvaises habitudes qu'on peut prendre. Ça veut dire qu'il bouffe le ballon. Il voulait montrer parce qu'il n'arrêtait pas de prendre des critiques en disant tu joues 15 matchs par an, etc. Donc les peu de matchs qu'il jouait, il fallait qu'il montre qu'il pouvait faire des différences. Et en fait, les gens pensent que le football, et c'est dans tout, que ce soit l'équipe ou individuellement, ils pensent qu'un jour tu rentres sur le terrain et tu dis bon, aujourd'hui, je vais me mettre en mode très haut niveau, c'est parti, je vais jouer simple, je vais donner, je vais bouger, je vais être efficace, je vais faire les bons choix. Mais en fait, c'est ne rien comprendre au football. Le football, c'est aussi une question d'habitude. T'habitues ton corps à courir, t'habitues ton corps à défendre, t'habitues ton corps à faire des efforts, t'habitues ton corps et ta tête à être concentré, pas choisir tes matchs, et t'habitues ton corps et ta tête à respecter le jeu. Quand tu ne respectes pas le jeu pendant 8, 10, 12 matchs, ben oui, c'est pas juste un claquement de doigts et dire ah, on est en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, allez, là, c'est parti, je respecte le jeu. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et regardez bien l'année dernière, il est blessé certains matchs, par exemple à Barcelone, etc. Quand il revient, à chaque fois, il est pas très bon. Et il n'est pas bon, notamment le match retour, mais il n'est pas bon. Il est bon, par exemple, contre le Bayern au match retour. Parce qu'entre le Bayern aller et le Bayern retour, il enchaîne les matchs. Il est plutôt bon. Il n'est pas efficace, mais il fait un bon match. Et à l'aller, rappelez-vous, il fait la passe à Marquinhos. Voilà, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que le miracle, il est là. Voilà, la passe qui arrive de nulle part en une touche par-dessus la défense. Mais globalement, son match n'était pas bon. Et en fait, on pense que d'un coup, il va se réveiller et il va être bon. Mais ça ne se passera pas comme ça. Donc, il y a 2 solutions. La première, c'est de le piquer. Malheureusement, je pense qu'il ne fait pas partie des joueurs qui vont se dire ah, vous voulez jouer à ça, je vais vous montrer. Voilà. La deuxième, il va le faire, mais pas dans le sens que tu veux. Voilà. Exactement. La deuxième, c'est de lui dire écoute, stop. Maintenant, tu vas aller te préparer sérieusement et tu vas peut-être pas jouer les 3-4 prochains matchs, mais on va travailler athlétiquement sur la vivacité, sur reprendre musculairement, etc., etc. Et tu vas repartir dans 4 matchs. Il ne l'acceptera pas. Et la troisième, moi, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire le mettre en te disant bah, c'est Neymar. Puis bah, il y a peut-être un miracle qui arrivera. Comme quand tu laisses Mbappé jusqu'au bout du match en te disant ouais, mais quand même sur une accélération. Parce que quand Pochettino ne fait pas de changement, c'est aussi ça qui se dit. Ok, je me retourne, je vois qui Draxler, Danilo, machin, Wijnaldum. Bon, écoute, je vais les laisser. Peut-être que sur une accélération, il se passera un truc.
Et puis derrière, tu peux très bien marquer à la 80e et à la 85e, tu le feras 2-2. Voilà, donc on n'attend que des miracles. Voilà, toutes les semaines, on attend des miracles. Là, il y a une dernière question pour vous. La problématique qui s'annonce, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la trêve internationale qui arrive. Donc, impossibilité de travailler tactiquement avec tous les internationaux, à savoir 90% des titulaires. Les Argentins et les Brésiliens qui vont venir, qui vont rater le match contre Angers, qui seront presque pas prêts pour Leipzig. Enfin, ça va être assez compliqué. C'est une équation insoluble en fait. On peut rien faire. On peut pas travailler, on peut pas progresser. Et à chaque fois, ça va être comme ça. Il y aura toujours des trêves, des blessures qui feront que collectivement et avec le 11 titulaire, Paris ne pourra jamais travailler correctement, Mousse. Ouais, mais j'ai l'impression que ça concerne que le PSG en fait. Tu vois? Vu que depuis le début, avec tous les coachs qui se sont succédés, t'as jamais réussi à mettre une vraie empreinte, un vrai projet de jeu. Du coup, quand tu te retrouves dans cette situation-là, bah tu vois, t'es pas en mesure d'être prêt, parce que là, comme tu le dis, je crois qu'il y a 10 jours. Ensuite, tu fais Angers et ensuite Leipzig. Alors que les autres équipes qui sont habituées, comme Liverpool, Manchester City, ce genre d'équipe, en fait, eux, quand ils se retrouvent, eh ben, ils révisent leur gamme. En fait, tu vois, c'est beaucoup plus simple pour eux parce que ils jouent toujours de la même manière, quoi qu'il arrive, avec les mêmes joueurs, le même système de jeu, etc. Et avec le PSG, tu peux pas faire ça. Donc, tu jettes la pièce en espérant, comme vient de le dire Yacine, en espérant un petit miracle, parce que ton effectif est largement supérieur à celui de Leipzig. Et maintenant, en fait, je pense que Pochettino, sur la partie collective, il va compter sur le milieu de terrain et la défense. Et après, pour le reste, la partie offensive, il va jeter la pièce en se disant, voilà, peut-être que quand ils auront le ballon devant, ils vont en faire quelque chose, une super passe de Messi ou une super passe de Neymar pour Mbappé, etc. Et on va marquer. Alors que les grandes équipes, elles n'ont pas le même discours. Les autres équipes qui sont engagées en Ligue des Champions, ils sont dans la même situation que le PSG. Ils vont perdre tous leurs internationaux. Donc, ils auront un petit groupe pour travailler, mais ce ne sera pas suffisant. Et il va falloir qu'ils révisent leur gamme 2-3 jours avant la Ligue des Champions. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça parce qu'encore une fois, vu qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de réel projet, tu ne sais pas comment utiliser les joueurs, etc., bah, tu t'en remets à la chance et à tes individualités. Tu n'as pas d'autre choix, en fait. Et ça, comme l'ont dit Nico et Yacine, tu peux mettre n'importe quel coach au PSG, ça sera comme ça. Même un mec comme Guardiola, qui a réussi, par exemple, un peu à révolutionner le foot allemand quand il est passé au Bayern de Munich, qui a quand même créé un vrai truc pendant ces 2 ans et demi, 3 ans au Bayern. Je suis même pas sûr qu'il soit capable de gérer cette équipe du PSG. Quand tu as donné trop, parce que juste pour en revenir à Neymar et même à Mbappé, quand tu as trop donné à ces joueurs-là, tu as l'impression qu'ils ont le pouvoir, ces joueurs, en fait, tu vois. Donc tu peux mettre n'importe quel coach, ils vont dire c'est bon, lâche-moi. Moi, je suis arrivé en demi-finale, moi, je suis arrivé en finale, sans tous tes principes, sans machin, sans tout ton blabla. Et quand tu as donné le pouvoir aux joueurs, et ça c'est le problème de la direction du PSG, c'est même pas Pochettino, et ben, tu te retrouves avec ça. Tu te retrouves avec des joueurs qui font quand ils ont envie, c'est-à-dire en général, face aux grandes équipes, comme le Barcelone le 4-1, comme la victoire à Munich, pareil, comme la victoire au Parc contre City. Pour le reste, tu peux pas leur en demander plus, quoi. Et Nico, pour toi, cette trêve, elle arrive au pire moment ou pas? Bah déjà, on va se faire chier 10 jours, donc ouais. Ensuite, non, mais j'ai envie de te dire que quelque part, ça va leur permettre à certains de continuer à travailler physiquement parce qu'ils ont besoin de rythme. Donc au moins, ils vont enchaîner des matchs. Donc ça, de ce côté-là, je trouve que physiquement, c'est pas un problème. Après, au pire moment, est-ce que, de toute façon, comme le dit Mousse, il n'y a aucun club qui a ses joueurs actuellement 15 jours sans match, donc on est comme les autres. Et les autres, ils y arrivent. Donc, je vois pas pourquoi le PSG ne serait pas capable de travailler tactiquement malgré ce genre de trêve. Mais quand ils sont là, de toute façon, ils travaillent pas tactiquement. On a l'impression, vu la bouillie qu'on voit sur le terrain, c'est que de toute manière, à mon avis, ils jouent les entraînements du PSG, c'est un peu de footing, quelques taureaux, on fait un tennis ballon pour savoir qu'est-ce qui fera la photo de l'équipe qui a gagné la journée. Et puis après, tout le monde rentre à la maison parce qu'il y a la journée FIFA avec Neymar connecté. Donc, si tu veux, t'as pas besoin de t'entraîner pendant 6 heures pour faire ce genre de bouillie. Hein. On ne voit pas de toute manière de travail tactique avec cette équipe-là. Donc, et quand bien même il y a du travail, c'est pas appliqué derrière parce qu'on sent que les joueurs ils s'en foutent. Donc, je n'ai pas le sentiment que cette trêve soit un inconvénient ou un avantage. Et puis le côté positif, c'est qu'effectivement,
as des joueurs qui vont avoir un peu de temps de jeu contre Angers. Et moi, je suis désolé de le dire, mais je trouve que cette équipe joue mieux en équipe sans certains joueurs. C'est pas nouveau pour moi. Alors, je dis pas qu'elle est plus forte, mais je trouve que, par exemple, un PSG actuellement sans Neymar est meilleur collectivement. Donc, si Neymar n'est pas là contre Angers, on verra peut-être un peu plus de football. On verra un peu plus de joueurs qui respectent le jeu, comme nous dit Yass. Et puis, on verra après contre Leipzig. De toute façon, Leipzig, ils seront en mode Ligue des Champions. Ils seront en mode, j'espère, plus City que Bruges, du coup, parce que contre Bruges, ils nous a fait un petit coup de suffisance. Mais, Ils ont perdu d'ailleurs contre Bruges, hein, Nico. Hein. De quoi? Leipzig. Oui, je sais que Leipzig a perdu contre Bruges. Non, mais c'est une bonne équipe et ça prouvait justement aussi qu'en Ligue des Champions, si tu joues pas avec de l'intensité, bah, c'est pareil, que ce soit Bruges ou Rennes, à l'arrivée, le résultat c'est le même. Hein. Si t'es pas capable de donner un peu de toi sur le terrain, bah, tu es en difficulté. Donc, contre Leipzig, je suis sûr qu'on aura une grosse équipe et que ça va être un gros match. Je suis pas inquiet par rapport à ça. De toute façon, ils les choisissent leur match. Mais il y a beaucoup de choses à gérer. Et puis là, attendez aussi, à partir de demain, il va y avoir la déflagration entre guillemets de l'interview d'Mbappé qui fait le tour des popotes médiatiques là aujourd'hui. Je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, mais Mbappé parle à tout le monde en ce moment là. Donc il y a une interview dans l'équipe qui sortira demain. RMC l'a eu également. Tout ça, ça sort demain et donc il va rappeler à tout le monde qu'il a demandé à se barrer du PSG cet été et que Tu c'est penses, pas de sa Nico, faute. qu'il a communiqué sur ses interviews? Ouais, c'est sûr. Ah d'accord, ok. J'étais pas au courant, c'est pour ça, c'est intéressant. Ça. Ouais, tu vas voir. Il va expliquer qu'il a voulu se casser dès le mois de juillet et que c'est pas de sa faute si le Real est arrivé tardivement. Enfin, tu vas voir, ça va encore mettre un peu d'huile sur le feu et ça va surtout confirmer qu'il va jamais prolonger cet été malgré ce que certains imaginent. Et donc, ça va être encore un dossier en plus à gérer. Et puis, de toute façon, on va aussi justement avoir ce dossier-là tout au long de la saison parce que même si dans son état d'esprit, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher à Mbappé. Tu as quand même un joueur, tu sais, qui dans 6 mois, il va se barrer. Et c'est quand même hallucinant d'avoir ça dans ton équipe. Donc tout ça, ça va encore s'ajouter aux nombreux problèmes de ce club. Je le disais en début d'émission, structurels, des problèmes vraiment structurels. Et Pochettino, on l'a bien chargé aujourd'hui, mais il ne faudra quand même pas oublier que c'est pas le seul à faire de grosses erreurs dans ce club depuis quelques temps. Yacine, le mot de la fin sur cette trêve qui s'annonce un peu rythmée d'après Nico et qui arrive peut-être au moment où le PSG avait le plus besoin de travailler collectivement ses rodages quoi. Non, mais elle arrive au bon moment, comme ça, on a déjà les excuses pour la prochaine période. Bah oui, laissez-moi du temps. J'ai des internationaux, ils sont pas là, ils jouent pas vendredi, on peut pas travailler. Voilà, comme ça, il peut encore faire là-dessus une dizaine de mois, puisqu'il y a une trêve en novembre. Donc tranquille, quoi. Jusqu'à décembre, on a le droit à laisser-moi du temps. J'aurais tellement aimé avoir le temps qu'ils ont tous. C'est exceptionnel. Dans ma vie, moi, j'aurais tellement aimé qu'on me donne 3 4 ans à chaque fois pour me laisser travailler, pour faire de la merde, mais surtout laissez-moi du temps. Non, bah ouais, surtout laissez-moi du temps, tranquille, quoi. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, et puis effectivement, comme l'a dit Nico, c'est pas de chance parce que le PSG est le seul club concerné par les internationaux, par les qualifications. Les autres, ils n'ont pas d'internationaux, ils ont que des amateurs, des licences amateurs. Et en fait, les mecs, ils restent dans leur club, puisqu'en tant qu'amateurs, ils ne peuvent pas être sélectionnés. Donc, c'est le seul club concerné par tout ça. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme par hasard, Yacine, tu vois, toutes les grosses stars sont au PSG, hein, parce que dans les autres gros clubs, on peut tous les citer, tu n'as pas l'équivalent de ce qu'a le PSG. Hein. Tu n'as pas une attaque Messi, Neymar, Mbappé. Et tu as aussi des clubs qui arrivent à parfois retenir leurs internationaux pendant certaines trêves. Et ça. Par exemple, le Real Madrid a réussi à garder Valverde et Casemiro durant la dernière trêve. Ouais. Non, mais bien sûr qu'il y a ça. Après, voilà, moi, j'ai oublié de dire un truc pendant le podcast vite fait. C'était juste parce que hier, encore une fois, dans tous les débats que j'ai eus, il y a des mecs qui te disent ah, mais le Bayern, ils ont perdu, le Real, ils ont perdu. Donc, ça veut dire que nous, on est devenu un club où, en fait, on doit se comparer tout le temps aux autres. Tu sais, le Bayern, ils ont perdu. Comment tu peux te plaindre de perdre à Rennes alors que le Bayern a perdu à domicile contre Francfort? Donc, ça veut dire ils sont médiocres, soyons médiocres. Voilà. C'est pas très grave parce que les autres aussi sont médiocres. Voilà. On est pareil, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas d'exigence dans ce club. Il n'y a pas d'exigence chez les supporters, il n'y a pas d'exigence chez les joueurs. Ensuite, tu te compares à ce Real-là. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais ce Real-là. Donc, et la troisième chose,
tu oses comparer la défaite du Bayern avec la défaite du PSG. Mais le Bayern, ils ont marché sur Francfort. Ils sont juste tombés un jour sur moins d'efficacité que d'habitude. Et un gardien en face qui est passé par le PSG qui a été exceptionnel et qui s'appelle Kevin Trapp. Il a fait le match de sa vie. Non, mais il faut le dire. C'est-à-dire que non, mais vraiment, s'il n'y a pas Kevin Trapp et que le Bayern est un peu, a pas ce manque d'efficacité ça finit à 8-1 le match. Donc, évidemment que moi, je répète, Paris, ils peuvent perdre des matchs, il n'y a pas de problème, ça reste du football. Voilà. Mais quand tu perds comme à Rennes, c'est catastrophique. Et comme ce match-là, tu l'as vécu 50 fois, voilà. Maintenant, qui serait le bon entraîneur aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Tant qu'au-dessus, ils ont décidé de faire du spectacle, voilà, hein, je veux dire, on n'a que ce qu'on mérite. Hein. Et ben, réponse du coup, Genesio, hein, vu que c'est Genesio qui a battu le PSG, il faut prendre Genesio. D'ailleurs, la leçon de ce week-end, c'est que Genesio a fait mieux que Guardiola. Et juste pour ça, il mérite bien son surnom de Pep Genesio. Merci. City Liverpool, il y avait une sacrée intensité. Ah oui. Non, mais j'y ai pensé en plus. Bah moi, j'ai vu la deuxième mi-temps et surtout la fin, quand Liverpool mène 2-1 et City revient à 2-2, mais jusqu'à la dernière seconde. Hein. Ah, c'était un match de fou, quoi, tu vois. Tu vois les efforts qu'ils ont fournis, c'est incroyable. Voilà. Bon, merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Petit rendez-vous samedi 15h pour Yacine qui fait une petite séance de questions-réponses, de discussions et de dédicaces pour son dernier livre, Les hors-jeux du football français. Il porte le même nom que cette émission, donc c'est pas mal. Merci au Pep Saint-Germain de nous accueillir. Voilà, dans le 6e arrondissement. Tu peux donner l'adresse, Clément, pour Alors, l'adresse, c'est 17 rue d'Ancienne Comédie. On va me prendre pour un poivreau. 17 rue d'Ancienne Comédie. C'est aussi la deuxième adresse de Clément, au cas où vous cherchez. Voilà. Pas chez lui, il est là-bas. Voilà, pour ceux qui veulent rencontrer le grand Yacine, discuter football avec lui et débattre de son livre, il sera là plusieurs heures pour discuter avec vous, donc ne ratez pas cette occasion. C'est le pub Saint-Germain, métro Odéon, samedi prochain à 15h. J'y serai aussi avec Yacine, donc même les amateurs du podcast qui veulent, que souvent ils demandaient à participer, etc., venez à notre rencontre, on pourra discuter de tout. Du livre, évidemment, vous aurez la possibilité de l'acheter sur place, avec une belle dédicace à la clé de Yacine. Il y aura sans doute un dégueulasse dans la dédicace, ça c'est obligé. Les maillots de Neymar aussi d'ailleurs, Yacine, si vous voulez. Donc voilà, venez nombreux, ça va être sympa, on va échanger notamment sur le livre et voilà, moi j'y serai, je sais pas si Clément tu y seras, voilà. Donc il y aura et Nico aussi viendra faire un petit tour et vous parlera de son amour débordant pour Neymar. Je serai là si je me réveille pas trop tard. Du coup. Ah bah oui, il y a l'anniversaire la veille, c'est vrai. Du coup, on reprécisera toutes les modalités sur Twitter pour ceux qui veulent. Oui, bien sûr, on va sur le compte de Paris United, sur le compte de Yacine, on partagera, etc. Donc voilà. Et ben merci à tous, messieurs et mesdames auditrices, de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à très vite. Allez, ciao. Ciao.